Gojira a été sacré meilleure prestation métal aux Grammy Awards. Peux-tu nous parler de cette expérience incroyable? Ouais, les JO, la cérémonie des JO, donc ça s'est passé cet été 2024, alors qu'on est en 2025, mais une expérience inoubliable. On a été contacté par le comité des Jeux Olympiques. Ça, c'était en novembre 2023. C'était un petit peu surréaliste comme proposition, mais on nous a proposé de jouer du métal sur un événement mainstream, probablement diffusé devant 2 milliards de personnes. C'était dur de dire non. Et c'était une opportunité unique de jouer une musique extrême, méconnue du grand public sur un événement aussi important. C'était, comment dire, d'expérience inoubliable. Ça s'est passé de manière très fluide avec Victor Lemann, qui était le compositeur de toute la bande-son de la cérémonie. Donc, nous, on s'est juste occupé des 2 minutes 30 qui concernaient le thème de la Révolution. Donc ça, c'est un truc qui a été composé plus ou moins mon frère et moi, avec évidemment des allers-retours avec Victor. Donc on a échangé des idées, mais on va dire que c'est Gojira qui a amené la trame du morceau que vous avez entendu au JO. Et après, il y a eu cette idée folle de rajouter Marina Biotti, je voudrais pas bâcler son nom, et du coup de faire un mix entre métal et classique. Et voilà, et après, qu'est-ce que je peux dire? Le 26 juillet, on s'est retrouvé à Paris sur le bâtiment de la conciergerie, sur cet endroit mythique, mystique, suspendu dans le vide, à jouer pour la cérémonie des JO, et on n'oubliera jamais. C'est incroyable, et puis ça a été un boost phénoménal pour notre groupe, dans le sens où malgré notre notoriété, c'est vrai qu'on n'a jamais passé le cap du stade mainstream. Et puis une opportunité comme ça, c'est rare. Je pense que c'est une fois dans une carrière. Donc voilà, on est encore un petit peu dans nos nuages. On est encore en train de réaliser ce qui s'est passé. Et puis la cerise sur le gâteau, ça a été le Grammy Awards qu'on a reçu il y a quelques mois à Los Angeles, le 5 février même. Ça n'a fait que couronner le tout. Complimenter déjà quelque chose qui était énormissime pour le groupe. Donc on va dire que l'année 2024 est particulièrement exceptionnelle pour la carrière du groupe grâce à cet événement, quoi. Comment vois-tu l'évolution du son de Gojira au fil des albums? C'est toujours le même genre de réponse. Je dirais qu'il y a une évolution organique. De toute façon, dire que c'est organique, c'est parce que ça suit un son court et que c'est naturel, mais c'est un petit peu par vague. On a commencé comme un groupe de métal extrême, donc on a commencé à jouer une musique qui était plutôt fournie, extrême, très dark. On était très influencé par le death metal des années 90 quand on a commencé, et d'ailleurs on a commencé dans les années 90, donc on essaie d'être à la page avec notre temps et ces influences-là. Au fur et à mesure des années, je dirais qu'on s'est complexifié. On s'est aussi diversifié, on s'est ouvert aussi. Et puis, on a amené des messages un petit peu plus qui nous correspondaient un petit peu plus, un petit peu moins. C'était moins par mimétisme de vouloir être death metal, mais on y a mis vraiment notre propre personnalité. Et ça, je peux dire que c'est autour de 1999 où on a une sorte de révélation un peu dans le groupe. On a changé de nom à ce moment-là. On est passé de Godzilla à Gojira. Et on est allé vers un son plus authentique, des paroles beaucoup plus personnelles, comme je disais. Et ça correspond aussi à une phase un petit peu plus mystique qu'on traversait avec le groupe. On s'intéressait pas mal à la spiritualité, à l'introspection. C'est là que les textes sont devenus plus lumineux, on va dire, un petit peu en marge avec ce qui se faisait dans le style. Et c'est peut-être là que la personnalité du groupe s'est dessinée, quoi, vers 99-2000. Et après, de 2000 à 2025, on n'a fait que évoluer. Notre son s'est un tout petit peu plus rockifié. On a mis plus d'air dans la musique parce qu'on avait moins besoin de prouver une espèce de surenchère technique et tout ça. Et puis oui, on a progressé en tant que compositeur. On s'est affiné dans nos textes, on s'est affiné dans notre façon de jouer. Et là, il semblerait que voilà, plus ça va, plus on sait ce qu'on veut et plus on est déterminé et on est moins influencé directement par des groupes. On commence à être influencé presque par nous-mêmes et par la vie, évidemment. Voilà, donc une évolution assez naturelle. Là, on est en train de travailler sur notre combienième album? Terra, The Link, From Earth to Wait, L'Enfant, Magma, Fortitude. Donc on bosse sur notre 8e album.
Et je sens un petit retour quand même, un petit retour aux sources là. Je sais pas si c'est le truc du 8e album ou un espèce de cycle un peu vintage où souvent ce qu'on faisait il y a 20 ans revient à la mode. J'ai l'impression que là, on est en train d'aller chercher un truc du passé un petit peu là dans ce prochain album, ce qui est intéressant à mon goût. Voilà. Tu as un style de jeu très percussif et organique. Comment as-tu développé ta signature sonore à la batterie? Alors en tant que batteur, je pense que j'ai été très influencé tout d'abord par les icônes du métal. J'ai commencé la batterie à cause de Metallica, hein, clairement. Après, il y a eu Sepultura, et après, j'ai basculé, comme je disais, vers les musiques plus extrêmes. J'étais très fasciné par la technique, la vélocité, tout ça. Mais assez vite, j'ai commencé aussi à m'intéresser à d'autres styles musicaux, à pourquoi pas même le jazz. J'écoutais beaucoup Cypress Hill à un moment, j'écoutais Eric Truffaz, j'ai découvert la musique indienne qui était quand même très présente dans ma famille. Et tout ça a créé une espèce de pot pourri musical qui a amené aussi à qui je suis devenu. Et puis après, le secret d'une personnalité, je pense, il me semble, c'est le travail, c'est-à-dire plus on passe d'heures à explorer, et seul, hein, je parle d'explorer seul, plus on s'affine, plus on se personnalise. Donc il s'avère que je passe énormément d'heures à travailler mon instrument, et c'est encore le cas aujourd'hui. On est en 2025, ça fait 30 ans que je joue dans Gojira, et je passe en moyenne 1 à 4 heures par jour à jouer de la batterie. Ce qui fait que je pense développer mon style, et cette recherche, elle est de plus en plus précieuse pour moi. Plus j'avance en âge, et plus je me dis qu'il faut que je continue à rechercher, à m'inspirer, voilà. Y a-t-il des batteurs ou des groupes qui t'ont inspiré ou récemment inspiré? Oui, il y a tout le temps des groupes qui m'inspirent. Que ça soit, bon, comme j'ai parlé des années 90 tout à l'heure, c'est vrai que le son des années 90 a particulièrement marqué ma génération, parce que maintenant, à mon âge, c'est vrai que on peut dire que je suis pas non plus inscrit dans la nouvelle génération des gens qui ont 20 ans, tout ça, donc j'ai plutôt la quarantaine, et c'est vrai que dans les années 90, il y avait un espèce de vivier de groupes, que ça soit dans le metal, le grunge et tout ça, qui clairement ont eu un impact fou, quoi, encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Donc dans le metal, il faut que je cite Metallica, Sepultura, Pantera, tous les classiques, Machine Head. Après, il y a eu le néo-metal qui est arrivé. Le néo-metal m'a beaucoup influencé, Korn et Deftones. Si j'avais à citer comme ça 5-6 batteurs pour parler de batterie, mais c'est pas que la batterie qui m'inspire, mais comme je suis batteur, je parlerai donc de Lars Ulrich de Metallica, de Igor Cavalera de Sepultura, de Abe Cunningham de Deftones, de David Silveira de Korn, Gino Glan de Death et Pete Sandoval de Morbid Angel. Je veux dire que ça, c'est les influences les plus flagrantes, en tout cas dans mon jeu à moi. Après, dans la nouvelle génération, je suis quand même très ouvert à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des choses qui me dépassent un petit peu dans les nouveaux groupes, mais un groupe comme Knocked Loose, par exemple, qui est un groupe américain qui font un espèce de métal core, mais très moderne, qui ont le vent en poupe en ce moment. C'est un groupe que je trouve incroyable, par exemple. Alors que le son est hyper processé, c'est pas du tout le son des années 90 qui respirait beaucoup plus. On est dans des sons très 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 modernes, mais ça m'influence beaucoup. Il y a ce groupe avec qui on va tourner en France qui s'appelle Neckbreaker du Danemark. Ils ont la vingtaine et ils font un espèce de trash death très inspirant aussi. Et après, là je parle du métal, mais je peux être influencé par Tame Impala, par plein de choses, quoi. L'électro, j'adore Ron, j'adore Moderate. C'est mieux d'être un mélomane quand on est musicien et quand on aime la musique. Donc je m'inspire un peu de tout. Quel a été le morceau le plus difficile à enregistrer ou à jouer en live pour toi? Bon, il y a ce morceau dans notre discographie qui fait partie de notre album qui s'appelle The War of All Flesh, qui est enregistré en 2008. Et c'était une époque où j'étais... je pense que c'est là où je suis allé le plus loin en termes de technique de batterie. J'étais très 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 motivé pour faire des choses spectaculaires et techniques, et j'ai passé 1 mois ou 2 à façonner un exercice de batterie
très complexe, à partir de groupes de notes qui se décalent, un groupe de notes qui commence avec le pied droit, un groupe de notes qui commence avec le pied gauche, il y a une espèce de décalage rythmique très complexe, un truc qui fait tagadegan, 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 tagan, 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 tagadegan, 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 tagan, tagan. Et ça, je l'ai fait en loop avec le temps marqué sur la ride, et ce qui crée une espèce de polyrythmie à rallonge, un truc très 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 compliqué pour le cerveau. Et ce morceau, il s'appelle The Art of Dying. Et j'ai travaillé tout seul cet exercice, juste pour moi, juste pour progresser, juste pour évoluer en tant que batteur. Et quand je l'ai présenté aux autres, ils ont trouvé que c'était très intéressant. Bon, tout d'abord, ils ont levé les yeux au ciel, ils se sont dit « Oh non, c'est trop compliqué ». Et puis au final, eux ont joué quelque chose de très simpliste dessus à la guitare. Et c'est vraiment la batterie qui fait que le riff est particulier, quoi. Et ça, donc, c'est quelque chose qui était dur à enregistrer, qui a été dur à composer et dur à jouer. Et il est très dur à jouer en live. On le joue pas mal en ce moment. Ça s'appelle The Art of Dying. Quels sont les futurs projets de Gojira? Alors, futurs projets, il y a beaucoup de choses là qui sont en préparation. Effectivement, depuis les JO, on est un petit peu plus sollicité aussi par... on a des propositions un peu plus diverses, comme des documentaires, des livres, tout ça. Donc, on est sur plusieurs trucs en même temps, mais comme d'habitude, le sujet principal pour nous, c'est la musique, c'est-à-dire sortir un nouvel album. Donc là, toute notre énergie est centrée là-dessus. On est constamment, toute la journée, en train de peaufiner les compositions de notre nouvel album. Donc, comme je disais, le 8e, qui devrait voir le jour... en étant vraiment réaliste en 2026. Voilà, c'est pour ça. On est là-dessus. Évidemment, on a des tournées qui arrivent. En Europe, on va tourner en Europe au mois de juillet. On va tourner à l'automne au Canada. On a une grosse tournée française, la plus ambitieuse et plus ambitieuse tournée française qu'on ait jamais faite, qui sera fin novembre, début décembre. Ça passera par Bercy, mais il y aura 13 concerts en France, que dans des lieux qu'on n'a jamais fait, que des Zéniths ou Paris, Bercy. Donc il y a de la préparation pour tous ces concerts. Voilà, tout ça. On a vu plusieurs vidéos de toi en bodyboard. Depuis combien de temps le pratiques-tu? Alors je pense que je pratique le bodyboard comme à peu près tous les gens qui ont grandi ici depuis que je suis enfant. Je pense que j'ai vraiment eu un déclic quand j'ai eu 12 ans, mais c'est vrai que mon rapport à l'océan était présent dès quelques mois après ma naissance, vu que j'ai grandi à Ondres dans cet environnement, et j'avais une mère qui aimait beaucoup passer du temps à la plage et qui aimait... elle aimait bien ramasser des petits bois flottés et des petits cailloux. Elle passait plusieurs heures, elle pouvait passer de 2 à 5 heures sur la plage, omnibulée par les petits cailloux. Et donc, comme je l'accompagnais, moi, j'étais plutôt omnibulé par les vagues. Et je me rappelle l'accompagner, on partait souvent les deux en voiture et je passais des heures et des heures à observer les vagues. Et c'est vers l'âge de 10-11 ans que je me suis jeté dedans, vraiment, et que j'ai commencé à être passionné par ça. Et maintenant, voilà, j'ai 43 ans et j'ai jamais arrêté d'aller quasiment quotidiennement quand je peux. Hein. Évidemment, quand je suis en tournée, je peux pas, mais l'océan, c'est une nécessité intérieure. Et j'ai un rapport très passionnel avec l'océan. Donc, et maintenant, je vis à Osgore. J'ai une maison à Osgore qui est à 5 minutes de la Nord. Et j'y vais quasiment tous les jours. Que ça soit pour surfer, pour observer, mais ce rapport à l'océan, il est viscéral, quoi. Y a-t-il un spot de surf qui t'a particulièrement marqué? Il y a plusieurs spots de surf qui m'ont particulièrement marqué. Je vais parler évidemment de Ondres plage, parce que c'est tout d'abord la plage où j'allais tout le temps avec ma mère, tous les étés. Et Ondres, voilà, c'est une plage assez sauvage, c'est un petit peu similaire à l'Aben. L'océan est sauvage, il y a plein de baïnes, c'est toujours un peu décousu, il n'y a pas vraiment un endroit, les bancs de sable bougent, donc c'est pas très stable. Mais il y a une espèce d'énergie là-bas sur les spots de Ondres et l'Aben qui est assez phénoménale. Et je me rappelle de ces énormes shorebreaks super dangereux avec les trous au bord. Et des fois, une année, un été, pendant quelques mois, un pic se calait et puis il y avait une vague qui faisait penser à un spot hawaïen. Donc après, j'ai pas mal surfé à l'Afitenia, alors que c'est l'Afitenia, Parlementia. J'aime beaucoup le Pays Basque pour le surf. Et après, Cabreton, évidemment, Santocha, Prévent, la piste, la Nord, j'adore les Estagnos, Aseños. Donc ouais, je dirais des Estagnos au Pays Basque, j'aime bien graviter sur toutes sortes de spots.
J'aime beaucoup cette diversité, un Lafitenia qui va avoir la roche avec une vague beaucoup plus stable, cette droite là rallonge avec ses courants et c'est toujours cette petite frayeur quand les séries se décalent. Tout comme après la Nord qui bastonne. Je suis ouvert à tous les spots. Quand il faut trouver un spot de repli, je vais au prévent, mais ça peut être même à la barre anglette. Donc j'apprécie toutes les qualités de spot qu'on a ici. Quand tu es en tournée, est-ce que tu essaies de trouver un moment pour surfer? Alors j'essaie désespérément de trouver des moments pour surfer quand je pars en tournée. Évidemment, la plupart du temps, c'est souvent loin de l'océan, mais j'ai quelques exemples, notamment quand on va tourner en Australie. Où on a joué à Sydney, on a joué à Brisbane, Melbourne. Melbourne, c'est un petit peu loin quand même, le spot est loin parce que. Mais à Brisbane, j'ai été à Snapper Rocks, donc j'ai vu ce spot, je l'ai surfé. Bon, évidemment, ça marchait pas très bien ce jour-là. J'ai été à Sydney, j'étais à Mandy Beach. J'ai été à d'autres spots sur Sydney qui étaient très sympas aussi. J'ai un bon ami surfeur qui s'appelle Jordi. J'ai oublié son nom de famille, mais un surfeur australien qui est assez réputé dans le milieu du surf, qui m'a emmené sur des super spots à Sydney. En Californie, j'ai surfé à Malibu quelques fois, mais les vagues étaient pas folles. Et une fois, j'ai eu une session en Floride, un jour de tempête. Une session qui m'a complètement séché. Parce qu'on sait que sur les côtes est, c'est pas forcément là qu'il y a les houles, vu le sens de la rotation de la Terre et tout ça. Donc en général, la Floride, c'est pas là où il y a des bonnes vagues. Mais ce jour-là, avec une tempête, une bonne configuration des vents et tout, j'ai eu une session mémorable. C'était à Pensacola, en Floride. Sinon, pour être très honnête, en tournée, c'est difficile de se prendre des créneaux. Si, j'ai surfé à Santa Cruz une fois, grâce à quelqu'un qui m'a contacté durant un concert, un fan de Gojira qui a laissé un petit post-it à la table de merchandising qui m'a dit « Si tu veux surfer demain », parce qu'il savait que j'avais un day-off, contacte-moi. Je l'ai contacté et il m'a emmené sur ce spot de la Lighthouse, là où il y a un phare à Santa Cruz. Et on a surfé non-stop toute la journée, c'était génial, super souvenir. Et voilà. Le surf et la musique sont des formes d'expression instinctives et immersives. Te permettent-ils de te vider la tête et de trouver un équilibre? Oui, complètement. Oui, il y a un lien flagrant entre l'océan pour moi et la musique, c'est les courbes de fréquence, c'est le déplacement du son, le déplacement des ondes. Et puis il y a le côté un petit peu abstrait, c'est pas figé, c'est mouvant. Comme l'océan se meut, est en mouvement, je trouve que la musique est en mouvement. Du coup, et après il y a cette dimension onirique, cette dimension presque abstraite de l'inconscient où la musique c'est très subjectif et je trouve qu'avec l'océan il y a quelque chose d'assez subjectif aussi. Alors c'est un peu tiré par les cheveux peut-être, mais il y a quelque chose d'ondulatoire, de mystique, et puis cette couleur bleue, cette immensité, cet horizon, je trouve que je sais pas, c'est de l'ordre du rêve, du divin. Je trouve que c'est hyper mystique la mer. Je trouve que c'est l'océan. L'océan est très très mystique, je trouve. Et moi, ça, j'aime ça. Et puis après, il y a culture et nature se rejoignent. La musique, ça fait partie de la culture, mais en fait, la culture dans cette région, quand on grandit au Pays Basque, dans les Landes, la culture, c'est la nature. Petit, moi, j'allais pas voir des concerts, j'allais pas voir des expos parce qu'il y avait très peu de choses à faire ici. Quand on était petit, on va pas se mentir, il y avait pas de collectif musical, il y avait pas de... Et du coup, en fait, ma culture, c'était ce que la nature me donnait, quoi. Et au final, cette nature a inspiré le son qu'on a créé dans un deuxième temps. Et clairement, Gojira, on a été influencé par les éléments plus que par une culture humaine concrète. C'est-à-dire que la culture nature a inspiré le son de Gojira aussi. La batterie comme le surf demande parfois un lâcher-prise total. Comment gères-tu l'équilibre entre maîtrise technique et instinct brut? Bonne technique, ouais. Je pense que dans les deux, il faut un petit peu de technique quand on surfe. Si on n'a pas la technique, si on n'a pas une bonne lecture de l'océan, si on comprend pas les baïnes, si on sait pas faire un canard,
je pense que ça peut être vite désastreux. Et d'ailleurs, j'ai amené quelques fois des techniciens de l'équipe de Gojira dans l'océan ici. Et ils se sont fait démonter au bout d'une seconde, ce qui est assez rigolo. Donc quand même, il y a cet aspect technique et c'est un petit peu similaire avec l'approche de la batterie. Par exemple, la batterie, je tape très très fort. Mais si on met quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer de la batterie, il va être essoufflé en une seconde. Alors que moi, je ne suis pas essoufflé. C'est parce que quand je vais, par exemple, faire un mouvement très très ample avec ma main gauche pour taper sur la caisse claire, le temps que je monte, je ne fatigue pas. Le temps que je descends, je ne me fatigue pas. Mais l'impact, il est comme un art martial, c'est-à-dire qu'il est donné sur la caisse claire d'un coup très sec. Et toute l'énergie est concentrée sur ce coup. Je trouve qu'en surf, il y a quelque chose d'un petit peu similaire. Même quand on va vers une vague, si on reste relax et la vague nous casse devant nous et qu'on doit faire un canard, j'ai l'impression que l'énergie va être mise à l'instant du canard. Donc en fait, c'est de la canalisation. Et en ce sens-là, il faut un peu de technique. Et du lâcher prise, c'est-à-dire que c'est relax, tension, et c'est un peu ça avec la batterie. C'est une espèce de respiration. Et ça, je trouve qu'il faut quand même de la maîtrise, ou du moins de la connaissance de son corps, connaissance de l'élément. C'est en ce sens-là que je vois quand même une corrélation entre les deux. Je vois un lien assez fort entre la batterie et l'océan dans ce truc de lâcher, tendre. Là, je dis ça, j'improvise un peu quand je parle, mais je réalise en fait qu'il y a un lien entre les deux. Mais ouais. Si tu devais composer une bande-son pour une session de surf parfaite, quel serait le rythme idéal à la batterie? Plutôt heavy et percussif, aérien et planant, ou un mélange des deux? Alors, je pense que les deux pourraient marcher. Moi, j'ai une réputation de jouer très vite de la batterie, donc je pense que quelque chose de très rapide avec, j'imagine, un spot en Australie, en Tasmanie, l'espèce de vagues cyclopes, là, je sais pas quoi, là, avec un rythme très rapide, ça pourrait marcher, mais j'imagine aussi qu'un rythme très lent, et peut-être un slow-mo de Tupo pourrait marcher. Encore une fois, c'est cette histoire du mouvement. Moi, j'aime beaucoup quand il y a du heavy, metal sur les vidéos de surf et bodyboard, parce qu'effectivement, il y a cette intensité cardiaque. On va pas se mentir, c'est vrai que quand on surfe, le cardiaque est mis à l'épreuve. Quand on joue de la batterie et qu'on va vite, le cardiaque est mis à l'épreuve. Donc ouais, il y a clairement un lien énergétique et cardiaque. Tu vois, c'est cardio quoi les deux. Donc ouais. Je privilégierais évidemment les musiques un peu plus heavy. Mais j'ai des contre-exemples où j'ai beaucoup aimé plein de trucs de surf où la musique était chill. Et je trouve que ça amène une dimension qui est pas négligeable aussi, parce que c'est aussi poétique le surf. Il y a cette poésie de l'homme qui danse sur l'élément, nature, océan. Et du coup, une musique même funky ou un truc très atmosphérique pourrait marcher. Donc je suis ouvert aux deux. L'océan est plein de surprises, tout comme un concert en live. Comment fais-tu pour rester maître de ton jeu sans te laisser emporter par l'énergie du moment? Alors oui, il peut y avoir des imprévus en concert, tout comme dans l'océan, et je pense que c'est cette règle qui vaut pour tous les aspects de la vie, mais c'est quoi qu'il arrive, rester zen. Ça sert à rien de paniquer. C'est un peu ce que j'essaie de faire au quotidien, même si c'est difficile. Et je pense que je suis pas le seul à essayer. On a tous ça en tête qu'il faut rester zen. Et c'est un peu comme les turbulences d'avion. Alors là, d'un coup, je parle d'avion, mais soit on s'agrippe au siège en se tendant, soit on essaie de se laisser aller dans les turbulences, alors qu'on a tous un peu peur. C'est pas rationnel, hein, c'est une peur primitive de la mort, mais dans les vagues, c'est pareil. Quand des fois je suis face à une série énorme qui arrive devant moi, et je pense que ça peut m'arriver d'avoir une espèce de petite panique intérieure, mais j'essaie toujours de me dire si tu paniques, tu vas te mettre un problème supplémentaire. Et en concert, c'est pareil. S'il y a un pépin qui arrive, s'il y a une cymbale qui tombe ou s'il y a un accident dans le public et tout, j'essaie toujours de prendre de la distance, rester zen quoi qu'il arrive, me réintérioriser et relativiser. Ouais, je dirais que quoi qu'il arrive, il faut toujours essayer de relativiser. Rien n'est vraiment grave dans l'absolu. As-tu déjà rencontré d'autres musiciens passionnés de glisse? Oui, j'en ai rencontré deux que vous devez connaître, mais Robert Trujillo et Kirk Hammett, évidemment, parce qu'on a tourné avec Metallica pas mal de fois, et je pense qu'on a parlé que de surf à chaque fois qu'on se voyait.
Il y a eux, il y a évidemment les mecs de Parkway Drive en Australie, c'est des surfeurs et des bodyboarders, tous dans le groupe. Qui c'est qu'il y a d'autres là? J'essaie de réfléchir à qui j'ai pu rencontrer, mais oui, Robert Trujillo, il y a une histoire sympa avec eux, c'est qu'on a tourné beaucoup avec Metallica, on a eu la chance d'être choisi par le groupe pour tourner avec eux en 2009 aux États-Unis. Ils nous ont littéralement invités. Et après, ils nous ont réinvités en 2010, 2011. Et puis après, on a fait des festivals avec eux. Donc j'ai fait une soixantaine de dates avec eux. Et c'est vrai qu'on parlait beaucoup dans les couloirs des stades ou des arénas. On parlait souvent de surf. Et Robert, qui est marié avec Chloé Trujillo, qui elle-même est française. Donc Chloé et Robert et leurs enfants viennent souvent en vacances à Biarritz, et à chaque fois qu'ils viennent, on se texte et puis on va surfer ensemble, quoi. Donc avec Robert, on est allé surfer la dernière fois aux Estagnos, on a surfé à Biarritz. Il est tellement passionné, c'est incroyable, c'est hyper cool. Et puis Kirk Hammett aussi, qui vivait à Hawaï, qui maintenant je crois vit à Los Angeles, mais c'est un surfeur aussi. Donc voilà, j'ai ces deux en tête parce qu'on en parle tout le temps à chaque fois. Gojira a-t-il déjà reçu des propositions de collaboration dans l'univers du surf? Alors avec Gojira, on a beaucoup bossé avec Volcom dans le passé. Donc c'est pas forcément surf, mais un petit peu quand même. On a fait des collabs avec eux, on a sorti un vinyle, moi j'ai sorti un modèle d'artiste, featured artiste aussi. Sinon, pas tant que ça. Je sais qu'il y avait eu un moment des opportunités, tout ça, mais pas tant que ça. Mais là, prochainement, on va travailler sur un modèle, pour le coup, de bodyboard. Là, on n'est pas dans le surf, mais dans le bodyboard, en association avec Moré Bougui et Pierre-Louis Coste. On va travailler sur un bodyboard Gojira, une série limitée qui va sortir dans le monde. Et je suis très ami avec Pierre-Louis Coste, qui est bodyboarder professionnel de Osgore, qui a grandi au Maroc, mais qui maintenant vit au Portugal. Et c'est un bon ami à moi. Et on se parle tous les jours en ce moment pour peaufiner ce projet, cette sortie. Donc voilà, pour l'instant c'est ça. Mais on est très ouvert on aimerait beaucoup collaborer avec l'univers du surf et la glisse en général. Je suis pas le seul qui est amoureux de l'océan dans le groupe. On l'est tous. Mon frère faisait du body surf. Il s'est un petit peu essayé au surf, au bodyboard. Jean-Michel a fait du surf, du bodyboard aussi. Donc voilà, les cas et Christian est très ami avec plein de surfeurs à Cabreton. Il a grandi là et on est très amis avec les frères Fragé, tout ça. Voilà, donc on est ouvert pour une collaboration surf Gojira à 100%. Ouais. Les thèmes de l'environnement et de l'océan sont récurrents dans la musique de Gojira. Quel est le premier souvenir marquant que tu associes à la nature? Le premier souvenir marquant, c'est cette espèce d'incompréhension en tant que jeune enfant d'aller sur les plages et de voir très naïvement, mais tous ces déchets de plastique et ces trucs de mazout sur le sable, ces espèces de blocs noirs de mazout. Il y en avait beaucoup dans les années 80 et je me rappelle ce choc un peu et ces questions que je posais à ma mère souvent, mais pourquoi on fait ça et pourquoi c'est arrivé? C'était très naïf évidemment avant de comprendre la complexité de nos sociétés et comment marche le monde, mais un espèce de sentiment pur d'être interloqué, choqué, et de voir qu'en fait l'activité humaine était à l'origine d'une destruction sur le long terme de la nature. Donc ça, je dirais que c'est le premier choc, et évidemment c'est quelque chose que je partage avec les autres du groupe et puis tous les gens qui sont sensibles à la nature, et c'est ce qui a probablement façonné aussi notre désir d'acter et de faire des choses dans le sens de l'écologie. Et puis ça a orienté notre musique, notre message. Ça a aussi amené de la colère dans la musique qu'on fait, parce qu'il y a cette espèce de rage qui peut être liée à cette destruction de la nature. Et puis voilà ce que je peux dire, mais il y a tant à dire sur le thème de l'écologie et toutes les actions que nous avons fait derrière. Il y a beaucoup à dire. Qu'est-ce qui vous a motivé à soutenir Sea Shepherd et à vous engager pour la protection des océans? Quel impact cette collaboration a-t-elle eu sur vous?
Alors, la collaboration avec Sea Shepherd, encore une fois, c'est du bon sens. Je pense que ce que je disais juste avant par rapport à cette sensibilité écologique, on a tous moyen d'acter ou d'essayer de contribuer ou de donner, de faire des donations, essayer d'amener un petit quelque chose. C'est pourcent par pourcent que le monde va probablement aller vers un mieux, quoi. Donc, Sea Shepherd, ce qui s'est passé, c'est que mon frère a vu ce documentaire en 2009 ou 10 sur le travail de Paul Watson, capitaine Paul Watson, et sur ce que faisait Sea Shepherd dans les océans et la manière dont il se battait sans relâche, avec une conviction absolue. Et je pense que mon frère a été très marqué par ce documentaire, et c'est là qu'il nous a carrément dit au groupe, moi j'aimerais les soutenir, mais à un autre niveau, qu'on sorte du son pour eux, qu'on parle d'eux, qu'on les développe, qu'on propose à Sea Shepherd de venir tenir un stand. Et j'avais fait un petit peu la même avec Greenpeace, même si Greenpeace c'est la version un petit peu moins extrême de Sea Shepherd, mais en 2005, j'avais proposé au groupe aussi qu'on invite Greenpeace à venir tenir un stand sur tous nos concerts. Et c'est ce qu'on a fait en France. On a fait la même chose avec Sea Shepherd. Du coup, Sea Shepherd sont venus amener des tracts et de l'information et essayer de connecter avec notre fanbase, parce que le public de Gojira est un public assez sensible à nos textes. Et les métalleux, en général, ont une dimension très sensible. Parce que c'est des gens qui n'hésitent pas à aborder des choses tabous, c'est des gens qui se posent des questions aussi existentielles, c'est souvent des gens extrêmement sensibles dans le métal, donc ils sont bien placés aussi pour comprendre notre démarche et puis être sensibilisés par ces causes-là. Et puis là, récemment, quand le capitaine Paul Watson a été arrêté au Groenland par le Japon via le Danemark, mon frère est carrément allé au Danemark devant le Parlement manifester, parce que pour lui, c'était absolument nécessaire d'aller soutenir le capitaine Paul Watson pour son travail, combien il s'est dédié pour sauver les dauphins, les baleines. Il fait quelque chose qui est tellement noble et qu'on se doit de soutenir. Vous avez participé au festival Ocean Fest à Biarritz aux côtés d'Hugo Clément. Comment cette collaboration s'est-elle mise en place ? Que représente cet événement pour toi, en tant qu'artiste engagé pour la cause environnementale ? Alors Hugo Clément, moi je suis son travail depuis un moment, je le connaissais déjà à l'époque du quotidien, le petit journal et tout ça, je suivais un petit peu ce qu'il faisait en tant que journaliste, et quand j'ai vu qu'il a pris un virage écolo 100%, j'ai commencé à vraiment suivre tout ce qu'il faisait, et je trouve que son travail est assez audacieux, quoi. C'est quelqu'un que je respecte énormément pour son côté presque poussif, précis. Et en fait, on se suivait sur Instagram et on s'est parlé un jour, et je savais qu'il était venu sur Biarritz, donc on avait connecté comme ça, et c'est là qu'il m'a écrit un message. Il m'a dit hey, je vais créer ce festival qui s'appelle l'Ocean Fest. Voilà pourquoi je voudrais le faire, c'est pour élever des fonds afin de donner à 4 associations différentes. Il m'a expliqué le contexte et tout. Est-ce que ça vous ferait plaisir de participer ? Est-ce que vous seriez OK pour participer ? Et du coup, la première année, on n'a pas pu le faire pour des questions logistiques, mais la deuxième année, on a répondu présent. Et voilà, je trouve que son initiative est incroyable. Et Hugo, c'est ça, quoi. C'est quelqu'un qui fonce tête baissée, des fois tellement tête baissée que ça peut être un petit peu impressionnant. Mais c'est ça qu'on aime bien chez lui, et c'est pour ça qu'on a répondu présent, évidemment. Et on n'était pas les seuls. Et puis là, son festival grossit, et c'est noble. Il a raison de le faire. Il a le courage de le faire, parce que c'est beaucoup de logistique, et je sais comment il travaille derrière. Il est sur tous les fronts, il parle de tous les détails, il me posait même des questions logistiques sur le matériel et tout. C'est quelqu'un qui est très occupé, mais qui a le souci du détail, et qui est pertinent sur tous les points, qui soutient sur tous les points. C'est quelqu'un d'organisé et à la fois curieux. Donc ouais, moi j'ai un méga respect pour le travail d'Hugo. Et c'était super de faire partie de cet événement. Et voilà, on a joué gracieusement, tous les fonds tous les bénéfices ont été donnés à ces 4 associations, 2 je crois locales, 2 associations basques et 2 autres, une pour Sea Shepherd notamment. Et si un jour on peut refaire quelque chose de la sorte ou collaborer avec Hugo, on le fera, parce qu'on essaie de faire ce qu'on peut dans la mesure du possible, évidemment, et pour faire bouger un petit peu les choses, quoi. Pensez-vous que le monde de la musique pourrait s'impliquer davantage dans la défense de l'environnement ?
J'ai pas forcément une réponse à ça. Je pense que il y a pas d'obligation, tu vois. La musique, ça reste quand même du domaine de l'abstrait, et je trouve que s'il y en a qui veulent être en dehors de ça, pourquoi pas. On peut être inspiré par de la musique qui parle d'amour, qui parle d'autre chose, quoi, en fait, hein, qui parle de surf ou de peu importe le thème. Tant que ça inspire les gens, je pense que c'est ça qui compte. Après, nous, il s'avère que notre credo, il est là, c'est plus une espèce de nécessité intérieure, tu vois, un truc existentiel, ou qu'est-ce qu'on veut faire de notre existence. C'est comme ça que nous, avec Gojira, on voit les choses, mais encore une fois, j'ai plein d'amis musiciens et qui ne parlent absolument pas d'écologie ou qui ne s'engagent pas, mais ça me touche profondément. Ils vont parler plus de sentiments ou de relationnel ou de choses même purement concrètes. Je trouve que la musique, c'est le domaine du subjectif et de l'abstrait, et que c'est beau comme ça. Voilà ce que je pense. Avez-vous d'autres projets ou collaborations à venir en lien avec la protection de la planète? Alors là, directement, on n'a pas un projet, mais ça nous taraude de mettre en place et de collaborer peut-être avec un système qui permettrait que chaque ticket de concert de Gojira soit taxé peut-être de, je sais pas, $1 ou €, par exemple, qui irait à une association locale qui se battrait pour quelque chose. Je sais que j'en ai parlé avec le groupe, je remets ça sur la table souvent avec le management, mais j'aimerais qu'il y ait cette mise en place et collaborer avec une plateforme qui nous permettrait, encore une fois, je parlais, mais d'élever des fonds pour des associations qui se bougent dans le sens de l'environnement, liées au concert de Gojira. Voilà, c'est ça un peu le projet. Merci beaucoup pour cette interview. Moi, je regarde Succession depuis que je suis petit. J'avais le magazine dans mes mains quand j'étais un ado, et je sais que l'océan m'amène une joie au quotidien, une inspiration permanente. Je trouve que le fait que la mer ne soit jamais la même, l'océan n'est jamais le même tous les jours, je trouve que c'est hyper inspirant. C'est tous les jours une nouvelle peinture, plus ou moins. Et jusqu'à la fin de ma vie, je resterai profondément connecté aux vagues, à l'océan et à cette puissance sans fin et sans fond, voilà, qui est l'énergie marine. Et merci.